Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, l'AFC Corner ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 9e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents, quelles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où âme sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie, et oui, rien que ça, ne furent qu'un. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode. Et bien, soit en nous faisant directement un don, vous pouvez le faire comme ça, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Faire comme ça aussi. Aujourd'hui, Bola Latina vous emmène au Brésil parce qu'on approche de Carnaval et qu'à chaque fois que Carnaval approche, on a la saudade dans la rédaction Brésil de Lucarne Opposé. Alors certes, oui, c'est pour la saudade, mais c'est aussi pour tenter de vous faire la part des choses sur un poncif, la supposée fragilité des joueurs brésiliens. Pour ce faire, c'est bien entendu meu irmão de la rédaction Brésil de Lucarne Opposé qui mouillera le maillot aujourd'hui. Marcelin Chamoin, tudo bem? Tudo bem, et toi? Tudo certinho, meu rapaz, tudo certinho. T'as déjà fait carnaval au Brésil? Non, jamais. Pas encore? Non, bientôt. Ah, c'est à faire. Faut que tu le fasses. Bon, dis-moi, tu es redescendu de ton nuage après cette inoubliable année 2019 de Flamengo ou pas encore? Non, toujours pas. Là, j'attends bien. La saison a repris ce week-end, mais ouais, j'attends la nouvelle Libertadores pour aller gagner le mondial. Maintenant, c'est l'objectif. Il s'arrête jamais de recruter? Maintenant, si, je pense, on veut juste que Gabigol reste, mais après, je crois que là, ils ont fait encore un très bon recrutement. Je pense que c'est le 3e mercato que Flamengo fait le meilleur recrutement au Brésil. Donc ça, c'est vrai que même l'équipe réserve, je pense qu'elle terminerait 2e du Brésilien. Lapsus entre Palmeiras et Flamengo. Tiens, bon bref. Je vois que tu sais reconnaître les grands clubs, les clubs les plus titrés en tout cas. Bon bref. Bon, quand on évoque le fighting spirit, quand on évoque la grinta, la rage dans le football, c'est rarement le profil du joueur brésilien qui vient à l'esprit le premier. Celui-ci étant d'ordinaire associé à l'aspect spectacle du ballon rond. Parfois même on suspecte les joueurs auriverges d'avoir une forte tendance à se liquéfier face à l'adversité, surtout depuis le Mineiraço de 2014, pour ce qui est des choses plus récentes. Le Mineiraço 2014, c'est le Blitz 7-1 des Allemands sur les Brésiliens en demi d'un mondial joué à la maison pour les deux du fond qui ne suivent pas, mais enfin ça m'étonnerait quand même que ça des gens l'aient raté. Marcelin, cette idée du joueur brésilien acrobatique mais fragile mentalement et pourtant bien plus vieille que ça remonte à quand selon toi? Pour moi, ça remonte à une autre Coupe du Monde perdue à domicile, 1950. Même si du coup j'ai un peu regardé si on pouvait trouver des exemples de joueurs fragiles avant cette période-là. Et il y a Mario Filho dans son livre O Negro no Futebol Brasileiro qui parle de Jaguaré, qui est un gardien du Vasco, Vasco qui a fait une tournée en 1931 en Espagne. Et le Barça en a profité pour recruter Jaguaro et Fausto aussi, qui est un milieu de terrain. Et après, Mario Filho parle de cette difficulté d'adaptation avec Jaguaré qui pleurait beaucoup en Espagne. Et du coup, il y a un petit peu cette fragilité à ce moment-là dans l'adaptation à l'étranger. Mais sinon, le point de départ, pour moi, c'est 1950. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est là, on est sur le divan. Marcelin, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 1950? Ils devaient gagner et ils ont perdu au final. En fait, c'était vraiment... il y avait une obligation de gagner parce que le Brésil a toujours eu un petit complexe d'infériorité par rapport à l'Europe surtout, mais même au niveau du football par rapport à l'Uruguay et l'Argentine jusque dans les années 30. Et dans les années 40, il y a déjà une volonté d'affirmation, de montrer que le football brésilien peut être l'égal du football argentin ou uruguayen.
Et la Coupe du Monde, ça faisait longtemps que le Brésil voulait l'organiser. Déjà en 1942, il voulait l'organiser, ça n'avait pas pu être le cas à cause de la guerre. Mais du coup, en 1950, c'est vraiment montrer au monde entier la grandeur du Brésil, donc par son football, mais aussi au niveau du pays, avec des infrastructures, avec la construction du Maracanã, qui était vraiment construire le plus grand stade du monde. Et du coup, il y avait cette volonté de s'affirmer comme une puissance et de rivaliser avec l'Europe. Et donc, avec la défaite en plus face à l'Uruguay, ça a vraiment mis un complexe d'infériorité pour le Brésil, pas seulement sur le foot, mais aussi dans la vie en général. On rappelle que sur cette finale, hein, le côté perte de la force, déception en tout cas, ou perte de force mentale, ou manque de force mentale sur ce match, c'est que le Brésil ouvre le score. Le match aurait pu avoir le match en main pour devenir champion du monde et le laisse filer en fin de compte. Oui, en plus, c'était pas une finale, c'était un tour final, parce qu'il y avait aussi l'Espagne et la Suède. Et dans les deux premiers matchs, le Brésil bat la Suède 7-1 et l'Espagne 6-1. Et du coup, ils arrivent au dernier match contre l'Uruguay qui avait fait un match nul. Ils ont besoin juste d'un match nul pour être champion. Donc même à 1 partout, c'était encore bon pour le Brésil. Et ils prennent un but à 10-15 minutes de la fin. Mais c'est vrai que c'est un match qu'ils ne pouvaient pas laisser filer, surtout avec les deux démonstrations qu'ils avaient faites contre la Suède et l'Espagne. Et au final, ils ont quand même perdu ce match. Bon, et quand on pense, on fera un jour une spéciale Maracanazo 1950 avec Jérôme un petit peu, parce que c'est quand même un fait marquant dans les deux pays. Il y a sûrement un jeu de miroir intéressant à faire. Mais pour aller au-delà de 1950, alors quand on pense à un Brésil qui perd, un beau Brésil qui perd, on pense aussi au Brésil de Santana, le Brésil de 82, 86, qui est sûrement l'une des meilleures équipes de ces deux Coupe du Monde, et qui va perdre face au pragmatisme des Italiens et Paolo Rossi en 82, et au penalty contre la France. Penalty, si c'est pas une épreuve de force mentale, ça, je ne sais pas ce que c'est, et je sais ce que c'est, je le dis. Je tire pas trop mal les penalty. Bon, bref, voilà, ça aussi, ça joue dans cette légende du footballeur brésilien, samba, joueur, mais qui quand il commence à affronter un rock mental, tel que les Italiens par exemple, où une séance de penalty passe à travers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la beauté du football face au réalisme. Même si je pense que par rapport à la fragilité du Brésilien, 1950, ça me paraît vraiment plus important que 1982 ou 1986. Effectivement, il y a aussi, contre la France, la séance de tir au but. On se rappelle aussi que Socrates, par exemple, laisse tirer le penalty à Zico dans le temps réglementaire, ou en prolongation, je ne sais plus. En prolongation, il me semble. Et après, il rate aussi le tir au but. Donc ça aussi, on lui a reproché, mais plus d'avoir laissé tirer Zico que d'avoir raté son penalty. Je pense aussi qu'il y a une petite subtilité dans la fragilité et entre ne pas prendre ses responsabilités ou rater. Et je pense qu'au final, au Brésil, en tout cas, c'est plus mal vu de ne pas prendre ses responsabilités que de rater. Oui, la question responsabilité, on pense évidemment aussi à 2014 avec Thiago Silva qui refuse de tirer, alors que c'est un très bon tireur de pénalty, qui refuse de tirer les pénaltys contre le Chili. Et qui se cache même pour pleurer sous la tension du moment. Bon, alors d'accord, ça c'est pour les défaites brésiliennes, mais on va redorer un petit peu l'honneur des Brésiliens, parce que si en effet il n'y a pas de fumée sans feu et ce poncif a peut-être quelque chose de vrai, le Brésil a tout de même 5 Coupes du Monde, énormément de Copa América. Le Brésil a connu de grandes générations de vainqueurs, celle de Pelé ou bien celle de Cafu et Ronaldo. On fait pas de champion sans force mentale non plus. Non, oui. Puis la première victoire 1958 est encore très marquée par rapport à 1950. Il y avait un psychologue dans la commission brésilienne pour qu'il puisse évaluer les joueurs s'ils étaient aptes à encaisser psychologiquement cette pression à cause de 1950, et aussi un fond de racisme dans la société après 1950 où on disait que les Noirs étaient moins aptes à supporter la pression. Et donc il y avait un psychologue qui avait d'ailleurs rejeté Pelé qui était trop jeune et Garrincha qui était trop enfantin. Et au final, ils ont joué. Mais du coup, c'est vraiment pour montrer que 1950 a eu un fort impact. Et après, pour ta question, je pense que si on prend les grands joueurs brésiliens depuis Pelé,
jusqu'à aujourd'hui. Neymar, c'est peut-être un peu différent, mais des Ronaldinho, Zico, Ronaldo, Romario, on ne peut pas dire qu'ils soient faibles psychologiquement. Donc c'est sûr qu'il y a quelques, à la limite, plutôt contre-exemples. Il y a ces 2 grosses défaites à domicile, mais sinon je ne pense pas que le joueur brésilien comme ça soit fragile. Mais oui, mais ce qui est rigolo, c'est que justement, quand on pense au Brésil de Pelé, au Brésil de Ronaldo, Ronaldinho, le Brésil de 2002, Cafu, et j'y viendrai parce que c'est la grosse exception, 94, mais au Brésil 2002, on pense en effet à Joga Bonito, le fameux Joga Bonito, très connu dans le monde entier, un terme d'ailleurs très peu utilisé au Brésil, Joga Bonito, je l'ai rarement entendu. Mais voilà, quand on pense à ces sélections-là, on pense beau jeu, on pense habilité technique, on pense voilà, acrobatie, spectacle, mais on ne pense pas solidité, pragmatisme, comme on peut le penser par exemple d'une équipe d'Allemagne, d'une Mannschaft ou d'une Squadra Azzurra. Pourquoi c'est... Alors qu'il y avait des joueurs de cet acabit-là, je pense à Gilberto Silva en 2002 par exemple, pourquoi on n'arrive pas à trouver des Brésiliens ou à penser à des Brésiliens qui sont de cet acabit-là, de ce style-là? Ouais, je pense qu'on a surtout l'image du Brésilien acrobate, même si pour reprendre 2002, c'est surtout les 3 de devant qui font le spectacle, mais sinon c'est une équipe qui joue en 3-5-2 qui est assez froide et réaliste. Après, il y a sur les côtés Roberto Carlos et Cafu, mais sinon le style de 2002, les matchs n'étaient pas incroyables au niveau de la beauté, on ne peut pas comparer ça à 1982. Mais c'est vrai que dans l'image en fait, du Brésilien, on voit l'artiste par rapport même aux voisins argentins et uruguayens où on voit plutôt des joueurs combatifs. Donc je pense que c'est une culture et c'est peut-être de ces différences-là qu'on peut penser que le joueur brésilien est fragile, quoi. Parce que son jeu est plus basé sur le dribble, sur l'esquive du contact. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on peut l'associer à une certaine fragilité. Parce que même le Brésil le plus froid qui a existé, enfin le vainqueur brésilien le plus froid qui a existé, le Brésil de Carlos Pereira en 94, avec oui Romario et Bebeto devant, mais quand même une sacrée bande de joueurs durs sur l'homme. Bon, attends, des très bons joueurs tout de même, mais des joueurs voilà assez durs sur l'homme derrière eux, avec Dunga en tête. Même eux, on sait que c'était un Brésil un peu plus froid et calculateur que les autres, mais tout de suite on pense à Romario. Ouais, mais c'est vrai que oui, quand même, on a eu des Brésiliens qui étaient des bourrins, on peut le dire. Je pense à Alex derrière qui avait un jeu basé sur le contact aussi. Mais ouais, on a toujours cette image du Brésil, même pour le Brésil 1914 qui n'a pas fait rêver. On a une image quand même d'un jeu qui va surprendre et qui est plus technique, surtout avec les 2 devant, Romario et Bebeto. Moi, je me demande, tu vois, pour livrer une expérience personnelle et pour y avoir vécu, le peuple brésilien, ça reste quand même un peuple assez qui est assez fier. Le peuple masculin brésilien est assez fier de sa virilité, facilement macho. Et quand on joue au foot avec eux, ils parlent facilement de raça, guerre. Enfin voilà, ils veulent. Voilà, non. Moi, j'ai vu sur le terrain des joueurs assez combatifs qui avaient ces valeurs-là. Mais est-ce qu'en France, et là c'est une question de population, est-ce qu'au final le Brésil, via certains acrobates comme Pelé, mais aussi via sa culture, le rayonnement de sa culture musicale, du carnaval, ses costumes colorés, ses femmes très peu vêtues et parfois même aussi les côtés sombres, par exemple la prostitution à Paris qui a beaucoup terni l'image des Brésiliens. Est-ce que c'est pas ça qui transmet dans la mentalité des Français, des Européens, l'image d'un peuple et d'un joueur brésilien un peu fragile, un peu précieux? Ouais, je pense que c'est sûr quand on voit Brésil, oui, on pense football, danse est très lié à la samba et du coup il y a cette image un peu fragile, mais qui effectivement au Brésil n'a pas trop de sens parce que je voulais parler par exemple des pipoqueiro pour le foot, où c'est popcorn, donc c'est les joueurs qui comme du popcorn qui éclate sous la chaleur, et du coup c'est quelque chose qui très critiqué ou moqué au Brésil, et c'est sûr qu'il y a un côté aussi de la société machiste qui
n'acceptent pas la faiblesse, on va dire, psychologique. Donc, c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette image-là, mais au Brésil, c'est pas trop admis. Après, par contre, au Brésil, on peut peut-être plus facilement montrer ses émotions. Si, par exemple, un joueur va se mettre à pleurer, ça peut montrer sa passion ou son engagement envers son équipe. Ça dépend du contexte. Mais Thiago Silva, il a été très très critiqué pour son craquage en quart de finale contre le Chili. Hein. Ouais, mais en 8e. Mais Huitième. parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Je pense que, par exemple, on n'a pas reproché à David Luiz d'avoir pleuré à la fin du match contre l'Allemagne. Thiago Silva, le problème, c'est vraiment qu'il n'a pas pris ses responsabilités parce qu'en plus, c'est le capitaine. Et du coup, c'est lui qui donne l'image de son équipe et il les a abandonnés parce qu'il était vraiment. Il n'était pas que son équipe, il était à part et il refuse de tirer. Et comme j'ai dit avec Socrates, par exemple, en 2006, le problème, c'est pas qu'il rate le tir au but, c'est qu'il laisse à Zico le penalty alors que c'était lui le tireur. Donc, pour moi, pleurer en public au Brésil, il n'y a pas cette image qu'il peut y avoir en Europe. C'est vraiment ne pas prendre ses responsabilités. Donc, je pense qu'il faut bien faire la différence entre les deux pour comprendre la façon de voir des Brésiliens. Quand tu parles de Pipoquero, ça me fait penser à Neymar en 2018, où le Brésil, justement, les Brésiliens, quand le Brésil sort contre la Belgique, l'avis général des Brésiliens, c'est qu'ils sont assez fiers de ce Brésil qui a fait le job, qui a redoré le blason après la catastrophe de 2014, hein, qui, voilà, les Marcelo, les Casemiro, les Firmino, qui ont bombé le torse, les Willian, qui ont bombé le torse, qui ont joué, qui ont bien porté la tunique brésilienne. Ils sont assez fiers de cette sélection, à l'exception justement de Neymar, quand tu parles de Pipoquero, à qui ils ont reproché de trop facilement tomber. Ils ont reproché son cinéma, ils lui ont reproché sa comédie sur le terrain, en notamment pardon, pour le surnommant Kai Kai, tombe. Donc oui, les Brésiliens eux de leur côté ont du mal avec cette fragilité. Et après, oui, pour tout le monde, je pense que le style de jeu de Neymar, surtout les simulations ou exagérations quand il prend des coups, ça incite le côté fragile du Brésil, je pense, avec 2014 et le style Neymar. Ça peut venir de là l'idée d'un Brésilien fragile, mais c'est sûr qu'au Brésil, il a été aussi beaucoup critiqué, justement pour le fait de tomber et de ne pas prendre ses responsabilités comme il aurait pu les prendre. Ouais, alors que les 10 autres à côté le faisaient. D'accord, que les 10 autres à côté le faisaient. Bon, aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est qu'on reproche souvent, au final, c'est un reproche qu'on fait aux Brésiliens, à la sélection surtout, d'avoir perdu son charme samba pour un pragmatisme européen. On reproche souvent ça à la sélection aujourd'hui, de ne plus avoir justement ce romantisme des années 80 et d'avoir un style trop européen. Est-ce qu'un jour, on va finir par voir le Brésil, la sélection, comme une équipe froide mais solide, à l'instar, comme on l'a dit, de ce que les Allemands sont coltinés comme réputation pendant des années, et ce qui paradoxalement a changé ces dernières années? Je pense pas, parce que même si le style peut être très froid à l'image de 94, il y aura toujours des joueurs brésiliens d'exception et des leaders techniques et qui vont baser leur jeu sur le dribble. Donc même ce qu'on voit avec Tite aujourd'hui, c'est un Brésil qui est froid, qui est efficace, mais il y a toujours des joueurs comme Neymar, comme Coutinho, Willian, qui vont apporter du spectacle. Donc, je pense pas. Le style de jeu peut être perdu, qui a été perdu depuis 1982 même. Mais en tout cas, il y aura toujours des joueurs qui vont apporter cette touche technique pour dire que ça reste le Brésil quand même. Bon, très bien. Eh ben, c'est noté. Merci à toi, Marcelin, et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.